On raconte que, dans les arènes sanglantes de l'Empire, certains soldats romains avançaient avec un visage figé, un masque en fer qui cachait toute émotion. Ni sourire, ni peur, ni cri, seulement une expression glaciale, métallique, inhumaine. Était-ce pour se protéger, pour inspirer la terreur, ou pour rappeler que, dans la guerre, l'homme n'était plus qu'une machine à tuer? Derrière ces visages de fer se cache un secret militaire que peu de gens connaissent encore aujourd'hui. Au cœur de l'Empire romain, l'art de la guerre ne se réduisait jamais à la simple confrontation entre deux armées. Il s'agissait d'un théâtre, d'une mise en scène millimétrée où chaque détail devait renforcer l'impression de puissance et d'invincibilité. Rome n'a pas conquis le monde connu en brandissant seulement des glaives et des boucliers. Elle l'a fait en façonnant l'imaginaire de ses ennemis, en cultivant la peur avant même que le premier coup ne soit porté. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les casques à masques, des pièces d'armement si particulières qu'elles frappaient davantage l'esprit que le corps. Imaginez la scène. Une légion en ordre parfait, chaque soldat aligné comme une extension de l'autre, avançant en cadence sous le fracas des tambours et des cors. Et dans cette marée disciplinée, certains cavaliers ou soldats portaient non pas un casque classique, mais un visage métallique, impassible, figé dans une expression éternelle. Plus de sueur, plus de peur, plus de regard humain à scruter. Seulement une surface de fer poli, parfois gravée, parfois modelée à la perfection, qui renvoyait à l'adversaire son propre effroi. Ces masques n'étaient pas conçus pour le confort. Ils étaient lourds, ils pouvaient gêner la respiration, réduire le champ de vision. Mais leur valeur n'était pas dans la protection physique, elle était dans la suggestion mentale. Car Rome savait que l'homme le plus courageux peut trembler lorsqu'il affronte ce qu'il ne comprend pas. Et quel spectacle plus déstabilisant que celui d'une armée dont les visages avaient disparu, remplacés par des traits figés, identiques, presque surnaturels. Ces casques à masques, aussi rares qu'impressionnants, rappelaient que la guerre n'était pas seulement un affrontement de force, mais une bataille pour l'âme de l'ennemi. Derrière le métal, l'homme s'effaçait au profit de l'uniformité, comme si chaque soldat devenait l'incarnation d'un même esprit collectif, un esprit forgé dans le feu du devoir et de la discipline. Ils étaient utilisés dans les parades militaires, où Rome aimait montrer à ses citoyens comme à ses adversaires potentiels que sa puissance était sans faille, mais aussi dans certains entraînements de cavalerie où la vitesse, la lumière du soleil frappant le métal et la symétrie des charges transformaient ces exercices en démonstrations terrifiantes. Ce choix n'était pas anodin. Les Romains comprenaient parfaitement que la peur est une arme qui peut neutraliser un adversaire avant même qu'il lève son épée. Ainsi, lorsque ces visages de fer apparaissaient dans la poussière du champ de bataille, ils n'annonçaient pas seulement le choc des armes, mais la fin de toute résistance morale. Les masques romains n'étaient donc pas qu'un objet, mais un message. Face à Rome, l'individu s'éteint, et seule subsiste la machine implacable de la Légion. Ce qui rend ces casques à masques véritablement fascinants, c'est qu'ils n'étaient pas de simples curiosités ou des accessoires de parade, mais bien l'équipement de certains cavaliers d'élite romains. Les cataphractaires. Ces guerriers formaient une caste redoutée, car ils représentaient l'aboutissement de la guerre lourde, cuirassés de la tête aux pieds, leurs chevaux eux-mêmes recouverts de plaques de métal ou d'écailles. Là où l'infanterie terrifiait par la discipline et l'organisation, la cavalerie lourde imposait par sa vitesse, sa masse et son impact destructeur. Et quand ces hommes se coiffaient d'un masque de fer, sculpté pour imiter les traits d'un visage humain, mais vidé de toute expression, le choc psychologique était encore plus grand.
L'ennemi n'affrontait plus des cavaliers de chair et de sang, mais des silhouettes d'acier, des visages lisses et froids, avançant sans cligner des yeux, sans montrer la moindre faille. Dans la poussière soulevée par les sabots, ces cavaliers ressemblaient à des apparitions infernales, des guerriers venus d'un autre monde, des spectres métalliques lancés dans une charge inexorable. Le masque ne servait donc pas seulement à protéger le visage contre les flèches ou les éclats, il effaçait l'homme pour ne laisser place qu'à l'illusion, celle d'une armée de créatures invincibles. Et Rome savait combien l'illusion est une arme. Un ennemi qui croit affronter des machines sans peur est déjà brisé intérieurement avant le choc des lances. Ce détail tactique, méconnu du grand public, illustre l'ingéniosité de la guerre antique. La victoire ne se jouait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'esprit de ceux qui tremblaient avant même le premier contact. Car qu'est-ce qui effraie davantage un soldat? La lame qu'il voit, ou l'idée qu'il combat contre quelque chose qui dépasse l'humain? Voilà pourquoi les cataphractaires, avec leur visage de fer, étaient bien plus que des cavaliers. Ils étaient un mythe vivant, une arme psychologique que Rome savait utiliser pour écraser la volonté des peuples qu'elle affrontait. Mais voici ce que l'on ne dit presque jamais, ce que les manuels d'histoire effleurent à peine, et que les archéologues, en contemplant ces visages métalliques, devinent avec un frisson. Ces masques n'étaient pas uniquement forgés pour terrifier l'ennemi, ils servaient à effacer l'homme qui les portait. Derrière ce visage de fer, il n'y avait plus Caius, Marcus ou Lucius, mais une entité sans nom, une particule infime du corps colossal de Rome. L'individu disparaissait, remplacé par l'uniformité glaciale d'un soldat anonyme, interchangeable, dissous dans la mécanique de l'Empire. Le masque devenait une arme silencieuse, dirigée non pas contre l'adversaire, mais contre celui qui le portait. Car il n'y a pas plus grande soumission que d'accepter de renoncer à son propre visage, d'effacer ses traits, ses émotions, sa singularité, pour incarner l'ombre d'un idéal collectif. Rome ne voulait pas d'hommes, elle voulait des instruments, des êtres façonnés pour marcher, obéir, frapper et mourir avec la régularité d'un rouage. Derrière le métal, le soldat cessait d'être un fils, un frère, un père. Il devenait une pièce sacrificielle dans le vaste échiquier impérial. Et cette logique révèle une cruauté insidieuse. La guerre ne se contente pas de détruire des corps, elle broie des identités. Le masque, dans ce sens, était une prison. Il retenait l'humanité captive. Il imposait aux soldats de regarder le monde à travers des yeux qui n'étaient plus les siens. Peut-être que certains d'entre eux, dans le silence des camps, en retirant ce visage glacé après un défilé ou une bataille, retrouvaient avec un vertige leurs traits oubliés, comme s'ils redécouvraient qu'ils étaient encore des hommes et non des spectres de métal. Mais l'Empire veillait à ce que ce moment de lucidité soit bref, car la discipline exigeait que le lendemain, à l'aube, le masque soit remis, l'âme effacée, et l'homme redevenu fonctionnaire de la guerre. Et toi, spectateur, n'y a-t-il pas quelque chose d'inquiétant à réaliser que cette logique dépasse l'Antiquité? Que derrière chaque uniforme, chaque armée, chaque discours de gloire, se cache toujours le même principe, effacer l'individu pour mieux le fondre dans le collectif? Peut-être est-ce là la véritable victoire de Rome, plus durable que ses conquêtes. Avoir montré que le pouvoir absolu ne s'impose pas seulement par le glaive, mais par la négation du visage humain. L'usage de ces masques révèle une vérité centrale du génie romain. Rome ne se contentait jamais de vaincre par la force brute. Elle comprenait que la guerre était avant tout une lutte psychologique, où chaque symbole devenait une arme aussi tranchante qu'un glaive. En couvrant le visage du soldat derrière une expression métallique, l'Empire envoyait un message clair. Ici, l'individu n'a pas d'importance.
seule compte la machine collective, la légion invincible qui avance comme un seul corps. C'était une stratégie subtile et terrifiante, car elle détruisait d'abord l'ennemi intérieur. L'homme qui portait le masque n'avait plus d'identité, plus de place pour ses doutes. Il devenait un pion façonné pour l'efficacité et le sacrifice. Ce système offrait à Rome une force redoutable, mais il emportait aussi la marque de cruauté. Les victoires reposaient sur la négation de l'humain. Chaque légionnaire devenait interchangeable, une ombre prête à se dissoudre dans la gloire de l'aigle impérial. Et politiquement, ce choix traduisait une vision du monde où l'Empire était une entité éternelle, supérieure à ses citoyens, à leurs désirs, à leur vie. Le masque matérialisait cette idée. L'homme disparaît, Rome demeure. Sur le plan humain, il faut imaginer ce que cela signifiait pour un soldat de renoncer à son propre visage, de savoir que son nom s'effacerait plus vite que la poussière soulevée par sa marche, mais que son image de fer, symbole collectif, survivrait dans la mémoire des foules. Le masque, ainsi, condensait à la fois la grandeur et la tragédie de Rome. Il offrait au monde l'image d'une armée invincible, mais il rappelait aussi que cette invincibilité se payait par le prix le plus élevé, celui de l'identité humaine. Derrière chaque victoire, derrière chaque triomphe célébré dans les rues de Rome, il y avait des milliers de visages effacés, des vies anonymes, englouties dans la gloire d'un empire qui ne connaissait ni remords ni pitié. Et pourtant, une énigme persiste, troublante, insaisissable. Ces masques étaient-ils vraiment conçus pour être portés dans l'âpreté du combat, ou n'étaient-ils que des accessoires de mise en scène, des armes de théâtre destinées à impressionner avant que le vrai carnage ne commence? Certains historiens avancent que leur conception, lourde, peu ventilée et limitant fortement la vision périphérique, les rendait pratiquement inutilisables dans une mêlée où chaque seconde exigeait réactivité et souffle. Alors pourquoi les avoir forgés avec tant de soin? Pourquoi leur donner ces traits humains, figés, polis, parfois jusqu'à refléter la lumière du soleil comme un miroir? Peut-être leur rôle se situait dans l'instant précis qui précède le choc, là où l'esprit hésite encore entre la fuite et la résistance. Le moment où une charge de cavalerie, surgissant dans un nuage de poussière, dévoile non pas des visages d'hommes haletants, mais une marée de figures d'acier, inhumaines et glacées. C'était peut-être dans ce laps de temps minuscule que le masque accomplissait son véritable office, briser la volonté avant que l'épée ne frappe. Mais d'autres spécialistes soulignent que ces pièces, retrouvées dans les tombes, les dépôts militaires ou les sanctuaires, pourraient n'avoir été que des instruments cérémoniels, portés lors de parades, d'exercices ou de tournois de cavalerie qui tenaient autant de l'entraînement que du spectacle. La frontière entre guerre et mise en scène était floue à Rome, car l'Empire savait que la victoire se nourrissait aussi de la perception, de l'image gravée dans les mémoires. Alors, ces masques étaient-ils vraiment des armes ou des illusions? Peut-être les deux, et c'est cette ambiguïté qui les rend si troublants. Ils sont aujourd'hui exposés derrière des vitrines de musées, mais leurs yeux de métal, vides et fixes, continuent de scruter quiconque les observe. Ils semblent porter une accusation silencieuse, comme si les soldats qui les portèrent, anonymes et engloutis par le temps, tentaient encore de rappeler à ceux qui les contemplent qu'ils n'étaient pas que des rouages. Ils ont existé, ils ont respiré, ils ont tremblé, même derrière le fer. Et c'est peut-être là le plus grand mystère. Non pas de savoir s'ils furent pratiques ou non, mais de comprendre ce que cela fait à un homme d'être condamné à ne plus montrer son propre visage, à n'exister que dans l'ombre glaciale d'un masque. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'image d'un casque romain à visage de fer, souvenez-vous, ce n'était pas seulement un morceau d'armure,
c'était un symbole, celui d'une armée qui voulait écraser non seulement le corps de ses ennemis, mais aussi leur esprit. Et, peut-être, au fond, une métaphore plus universelle. Car quand la guerre dévore les hommes, il ne reste plus que des masques de fer, et derrière eux, des âmes effacées par l'histoire.